les terriennes. Salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Avec nous ce soir, 4 terriens extra et un robot. Jean-Mi. Bonsoir les humains. Edwy, il y a la concurrence. Et avec Jean-Mi ce soir, Adriana Carambeu. Adriana, bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien ce mariage? Super. Super bien. Mais toi aussi. Ah, moi aussi, ça se passe très On très a fait bien. en même temps. Hein. Alors je rappelle à nos amis téléspectateurs que Adriana Carambeu a épousé en juin dernier Aram, dit André Ohanian, homme d'affaires d'origine arménienne. Et au départ, j'ai eu la trouille, j'ai cru que c'était Madénian. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Mi? Jean-Mi. Il est tombé dans les pommes, pourquoi? Adriana. Adriana, le pauvre. Il fait un malaise. Je sais, mais... Il aura peut-être besoin d'un est-ce bouche à bouche, hein. Les gars, vous faites de l'effet même en robot, Adriana. ouais. Jeanne Masse. Bonsoir. Alors, Jeanne Masse, vous êtes notre TTO de la semaine. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. C'est vrai qu'à un moment, on se demandait ce que vous deveniez. Vous aussi, d'ailleurs, non? Ah non, moi jamais. Edwy Plenel. Edwy Plenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre consacré à François Hollande et intitulé « Merci pour la rigolade », dans lequel vous révélez qu'en fait, l'élection de François Hollande au poste de président de la République était une blague. C'est 3 copains qu'on fait un pari. Et la crime. La crime, vous êtes ici ce soir pour fêter votre 7e mois sans être retourné en prison. Bravo. Pour vous, c'est un record. Je l'attendais parce que quand même, tous les... Je vais y passer. Elle est belle et bien bonne. Merci. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Gérard Louviot, qui raconte comment il a appris à lire et à écrire à l'âge de 35 ans. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, le robot s'appelle Jean-Mi et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Adriana, rebonsoir, mannequin, actrice, animatrice de télévision, ambassadrice de la Croix-Rouge. Adriana, vous mesurez 1,85 m et vos jambes sont répertoriées dans le Guinness Book parce qu'elles mesurent 1,26 m. Donc, il y a un mec du Guinness Book qui est allé mesurer vos jambes. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Championne du monde de J'ai longueur gagné. de jambes, Adriana Carambeu. Ça va prendre des heures pour vous épiler, non? Non, mais moi, j'ai pas des poils, moi. Ah, excusez-moi, Adriana, mais je pense à un truc. Vous avez jamais fait l'amour debout. Vous trouverez jamais un mec aussi grand. Oh, c'est horrible. Il faut qu'il monte sur un petit tabouret. Non, mais attends. Alors, sur le plan professionnel, ça va très bien. Sur France 2, les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec l'excellent Michel Simès cartonnent. Il vous a fait le coup, bonjour, je suis docteur, pouvez-vous déshabiller, s'il vous plaît? Non, mais il fait ça tout le temps. Ouais. Il fait ça tout le temps, mais je me suis habituée. Il est adorable. Au cours de l'émission, vous avez passé un test de quotient intellectuel. Vous avez 120, c'est extraordinaire. Vous êtes une surdouée. Oui. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas, bien sûr. Elle était Non, étudiante. parce que je suis blonde, donc vous voyez, voilà. c'est Sauf que ça reste moins bien que les jambes qui font 126. c'est le physique à gagner, quand même. Il y a France 2 et puis il y a M6, avec Pour le meilleur et pour le pire. Vous coachez des couples... Je suis une oreille. J'écoute les histoires des couples. Ah oui. J'entends ce qu'ils ont traversé. Mais a priori, quand le mec vous rencontre, le couple explose, non, en général? Non, non, pas Même forcément. pas. Même Il paraît qu'il y a pas, beaucoup oui. de divorces après l'émission, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sur le plan personnel, ça va encore mieux, puisque vous venez de vous marier, donc. L'heureux élu qu'on voit ici, voilà, s'appelle Aram, dit André Ohanian. Enfin, je ne veux pas critiquer, mais quitte à changer de prénom, il aurait pu prendre, je sais pas moi, John Fitzgerald, un truc. Enfin, André. Il paraît que c'est à cause du magasin de chaussures André. Oui, exactement. Parce qu'il vient d'Arménie et tout le monde lui dit, bon, Aram, ça fait pas très français, donc il faut que tu choisisses un prénom français. Et il était juste à Marseille, devant le magasin André, c'était illuminé, donc il a dit, ouais, André, c'est bien. Heureusement que c'est pas Bata.
C'est ce qu'il dit. Ah, il dit ça, bah oui. Sinon, il se serait appelé Bata ou Agnan. Alors, c'est un homme d'affaires qui réussit très bien. Il possède un restaurant, une boîte à Marrakech. Il vous en veut pas de pas savoir faire la cuisine. Il est excellent cuisinier. Vous vous souvenez de la pub? C'était extraordinaire. Ouais. Il se cuisine pas, who cares? Who cares? Finalement, on s'en fout pas autant que ça. Hein. Ah Les bon? hommes, ils s'en foutent pas, non. Ah ouais? Il faut cuisiner un tout petit peu, un chouïa. Ouais, vous savez faire quoi? Des œufs, des pâtes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'exagère. Alors, quand André parle de vous, il dit « J'ai fait le hold-up du siècle ». Ouais. C'est énorme. C'est vrai que vous lui avez offert une Mercedes, non? Ouais. Il a de la chance. Attends, arrête, quoi. Vous allez faire un bébé bientôt? J'espère bien, mais c'est vrai que j'ai tellement hésité que c'est peut-être aussi trop tard. C'est la nature. Bah, j'ai 43 ans. Vous essayez vraiment? Tous les jours. Faut essayer. Faut essayer le plus souvent possible. N'importe où, on sait jamais. Ah ouais, n'importe quand. Bah oui. Mais pas debout, c'est ça? C'est ça, pas debout. Ah ouais. Moi, je pense pas que ça soit possible debout. Et maintenant, on passe à la question de Jean-Mi, mesdames, messieurs. Mon petit robot. Parfait, la moustache, Jean-Mi, vraiment. Jean-Mi, pose ta question à Adriana Carambeu. Je peux avoir un bisou? Oui. Oh, j'en étais sûr. C'est tout Jean-Mi, ça. Mais c'est pour le vrai. Il est incroyable. C'est fou, ça. Attends. Mais t'as une moustache, donc je vais faire plutôt... je vais faire plutôt à côté. Oui! Adriana, j'aime les femmes grandes. En fait, j'aime toutes celles de plus de 80 cm. Merci, Jean-Mi. Même les robots vous adorent. Il est mignon. Alors, Adriana, vous publiez aux éditions du Seuil votre autobiographie sous le titre « Je viens d'un pays qui n'existe plus ». Ce pays, c'est la Tchécoslovaquie. Votre père est tchèque, votre mère slovaque. Donc, vous avez vécu votre enfance dans un pays communiste. Expliquer ou décrire ce pays, c'est assez compliqué pour quelqu'un qui n'a pas vécu. C'est difficile de comprendre. Ah, j'y suis donc, allé. c'est vrai? Non, mais quelle année? Je suis allé une fois, il y avait encore le régime communiste, et on a rencontré des amis tchèques là-bas. Et quand ils nous ont raccompagnés à l'aéroport, alors il y avait une lumière sur deux qui marchait, c'était extrêmement sinistre. Et ils nous ont dit, ne nous laissez pas tomber, ne nous laissez pas ici. Moi, je suis partie, j'avais 20 ans, mais je suis marquée. C'est pas la même chose, même aujourd'hui, des fois, je me dis, est-ce que tout ça, c'est bien vrai? Oui. Alors, ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est quand vous étiez petite, vous étiez timide, complexée, vous trouviez trop grande, trop maigre, trop myope. Vous étiez jamais très bien coiffée, jamais maquillée. J'avais peur de mon propre existence. Et un jour, le miracle, un talent scout qui travaille pour une agence de mannequins vous repère dans un supermarché. Vous alliez acheter un maillot de bain, et vous avez gardé le maillot de bain, évidemment, en souvenir. Et là, c'est Paris. La première chose que vous avez pensé en arrivant à Paris? Je me suis sentie, pour la première fois de ma vie, libre. Pour la première fois, je me suis dit, je peux respirer. Peu importe ce que je fais, c'est ma propre décision, et ça faisait du bien. Alors là, vous faites des castings pendant un certain temps, jusqu'au jour, avec la campagne des 3 Suisses, vous connaissez le succès, puis si vous commencez à gagner de l'argent, vous dites que vous gagnez plus en un jour que votre mère en un an, évidemment, donc ça fait quelque chose. Ma mère était médecin. Et puis, vous parlez aussi des soirées. Vous avez toujours été très sage dans ces soirées. Trop sage. Ouais. J'avais tellement peur de décevoir mes parents, surtout mon père. J'avais peur de faire des bêtises. Et puis, à la campagne Vanderbral, à votre carrière d'école, il y a évidemment Christian Carambeu, la télé, et puis la rencontre avec André, Dédé. Alors, il s'appelle comme Manoukian aussi, c'est vrai, Dédé. Alors, les Arméniens, c'est bien, mais ça pique un peu, non? Ils sont un peu... Non, ils sont beaux. Ils se rasent 3 fois par jour, non? Non, c'est pas ça. Non. Mais tu l'as vu, il est pas poilu.
Un peu quand même. Quel destin quand même, non? Quand je regarde en arrière, je me dis, est-ce que c'est vraiment le mien? Ouais. C'est bien. J'avais beaucoup de chance dans la vie. C'était l'affaire de SLT. Et maintenant, on passe à notre TTO de la semaine. Jeanne Masse, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes ici ce soir, notre TTO de la semaine, et nous sommes très heureux d'accueillir l'impérissable interprète d'incontournables tubes comme Toute première fois, En rouge et noir, Johnny Johnny. Alors, à l'époque, vous étiez la chanteuse française numéro 1, et quand une nouvelle chaîne de télévision s'ouvrait, c'est vous qu'on appelait. Toute première fois. Toute première fois, alors bon, on va pas faire une plaisanterie en disant que c'est au premier degré que nous la faisons venir. Non, c'est parce que aussi, elle a un look qui nous plaît bien, qui correspond un petit peu à ce qu'on souhaite ici à Canal+. Et bon, bah, toute première fois, après tout, on ne pouvait pas s'en passer aujourd'hui. Voici Jeanne Masse, première invitée, première chanteuse sur Canal+. Voilà, Jeanne Masse, pour l'ouverture de Canal+. Alors évidemment, il y avait Toute première fois, puis il y avait aussi... Bravo! C'est l'époque où on s'est connus. Vous vous souvenez de Descente de police? Un petit peu. Avec mon ami Jean-Luc Maître. Petit peu. Beaucoup plus violent que Michel Denisot. Tu n'as pas dit les signes particuliers. Regarde là en lumière. Tu vois? Regarde, vous faites plein de boutons sous la peau, sous le maquillage. Si on gratte un peu. Boutons. C'est alors? C'est quoi ça? Ça, T'as toujours ces boutons là? C'est le foie, ça. Non, non. Ça, c'est parce que je savais que j'allais vous rencontrer. T'as picolé ou quoi? C'est possible. Non, non, je picole pas. Mais tu as toujours ces chroniques, ces boutons, tu les as toujours? Ça? Ouais. Non, 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 ça m'arrive juste au... Quand tu vas sur scène. C'est un stress, c'est un stress, tu vois. C'est Quand quand tu t'es en rentres sur trac, scène, ça te fait ça? Non. T'as pas de stress à monter sur scène? En fait, tu veux vraiment savoir? Oui. C'est quand je vais avoir mes règles. Alors, Jeanne Masse, vous avez donc été une star dès votre première chanson. Ensuite, vous avez remporté 2 victoires de la musique. Vous avez été la première femme à remplir Bercy. Vous avez été classée en tête du top 50 et du top album en même temps. Et un jour, c'est le drame. Un jour, votre lune de miel avec les médias s'assombrit quand vous vous indignez publiquement dans une lettre à François Mitterrand à l'occasion de la récidive d'un violeur d'enfants. Vous demandez des peines plus sévères et à ce moment-là, certains médias vous accusent d'être favorable à la peine de mort. Je pense qu'il n'avait pas lu la lettre parce que je ne parlais pas du tout de peine de mort ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça a été récupéré par la suite par le Front National, je crois. Et là, c'est la curée. C'est un lynchage médiatique incroyable. Vous dites, je ne savais plus comment faire, je n'avais plus de recul, plus de contrôle, je ne décidais plus, j'ai tout perdu. On m'a tué à l'arme blanche. Arme blanche? À l'arme blanche. Oh oh. Ah bah j'ai rien senti, je suis partie. Non, je suis partie. Et là... Depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Alors là, vous en avez assez d'être jugé, vous plaquez tout, vous partez en Amérique, en Arizona. J'ai découvert le désert, que j'adore, et je me suis dit, tant qu'à faire, traverser le vrai désert. Vous l'avez traversé, voilà. Voilà. Exactement. C'est incroyable. Alors, vous avez vu Michel Polnareff, là, dans le désert? Ça a été dur à vivre, quand même. Non, parce que j'ai un instinct de survie. Je suis comme les animaux. Hein. Il faut survivre. J'avais 2 enfants, je ne pouvais pas sombrer dans la dépression. Et donc, je suis partie aux États-Unis, j'ai recommencé à zéro. Voilà, et je suis sans doute devenue une meilleure artiste, et puis sans doute également une meilleure personne. Et puis maintenant, je fais attention à ce que je dis. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que Arizona, personne ne savait qui était Jeanne Masse, personne ne savait même ce qu'était la France. Non, mais là, vous avez raison, et ça, c'est triste. Hein. Alors, Jeanne Masse, vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview, première fois. Premier choc de votre vie?
Bah, c'est quand j'ai découvert mon corps. Et ça s'est pas arrêté depuis? Non, depuis, je l'adore. Premier coup de foudre? Ah, ben, j'avais 15 ans. Oui. Ouais. Et puis, comme il sortait avec une autre fille, je suis restée là. Non, mais je l'ai quand même eu à la fin, hein. Alors, première fois avec un garçon? Je pense que cette première fois, je préfère encore l'oublier. Ah ouais? Ah ouais. Première fois avec une fille? Ça, c'était un peu mieux. Oui. Mais j'ai vite arrêté, c'était pas mon truc. Première fois à 3? Bah, c'est-à-dire que le troisième participait pas. Je me demande si ça compte. Ah, si. Si, Ah oui? regardez, ça compte. Ah bah oui. Ok. Je suis tellement contente que cette interview n'est pas pour moi. Premier chagrin d'amour? Je n'en ai pas. Ah ouais, vous avez jamais eu de chagrin d'amour? Non, je suis trop forte pour ça. Votre dernière volonté, si vous deviez mourir maintenant, là, tout de suite? De dire au revoir à mes enfants. D'accord. Et maintenant, on passe à notre T'es qui toi de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement coquet, ce mec-là. Complètement gaga. La crime, rebonsoir. Alors, sorti le 1er septembre dernier, votre nouvel album, Corleone, s'est classé numéro 1 des ventes en une semaine. Alors, t'es qui toi? Votre vrai nom, c'est Karim Zenoud. Vous êtes né le 19 avril 1985. Vous grandissez dans le 94, père manutentionnaire, mère employée hospitalière. Vous arrêtez l'école en 6e, à 11 ans. À partir de là, vous rentrez rarement à la maison. Hein. Ouais, je crois que sur 3 ans, de 12 ans à 15 ans, j'ai passé 5 samedis à la maison. Ah ouais. Et vous dormiez où alors? Un peu partout. Quand j'étais bien à l'hôtel, sinon chez des amis ou chez une fille, sinon un peu dehors. À 11 ans? 11 ans. C'est là que vous commencez un petit peu à... Petites escroqueries, des vols? Ouais, un peu de tout. Tu vois. Voliez quoi, par exemple? Au début, c'est les petits vélos, après les scooters, après peut-être les voitures, après peut-être un petit cambriolage par-ci, un petit truc par là. T'essaies de survivre, quoi. Et vos parents, ils étaient au courant? Mes parents, ils ont toujours été derrière moi, en train de me chercher. Mon père, tu vois... Ouais, c'était dur, c'était dur. À 14 ans, vous louez un appartement à Chambéry, vous vivez avec une gonzesse de 20 ans. J'ai vécu comme ça et voilà, j'en tire aucune fierté, hein. Et même à l'époque. Hein. Ouais. Et puis à 16 ans, c'est la tôle pour la première fois. Ouais, le jour de 16 ans. Vous dites la prison ne m'a jamais fait peur, j'en avais rien à foutre en fait. À l'époque, je vis l'instant présent. Les dangers, tout ça, on ne voit pas, on n'est pas conscient. Ouais. Étant jeune, on est con, on est bête et con, bête et méchant, tu vois. Donc on fait un peu de sport, on fait un peu de trucs, on rigole, des petites bagarres, des petits trucs. Je pense, sortir, voilà, ouais. Quand ça viendra. Le plus dur, en fait, en prison, c'est que vous voulez pas voir votre mère parce que quand elle vient, elle pleure. T'arrives au parloir, ouais. Peut-être que ça va pas, t'as appris une mauvaise nouvelle, donc tu caches tout, ta mère aussi. Puis tu pars du parloir, tu lui dis au revoir, tu la prends dans tes bras, tu lui dis au revoir, tu marches, t'as oublié de lui dire un petit truc. Tu reviens au parloir et tu la vois qu'elle est effondrée en larmes. C'est dur. Très dur. Tu vois, c'est dur. Je me dis, voilà, c'est une double peine. En fait, il y a deux choses qui vont vous aider. C'est d'abord le rap et ensuite votre enfant. Ça se passe comment avec le rap? Dans le 94, j'ai des potes qui rappent. Je vais en studio, je regarde comment ça se passe. J'aime beaucoup le rap depuis que je suis tout petit. Je baigne dedans. Je vois, c'est comme ça qu'on chante, derrière un micro, des prises, on recommence. Il y a des doubles, des bacs, des mots assez techniques. Je vois qu'il y a un engouement, il y a un public qui est là, qui me donne... C'est même pas du soutien, c'est de l'amour. Puis mon fils, c'est ma raison de vivre. Ouais. Voilà. Alors, vous sortez 2 albums qui sont bien accueillis, mais vous êtes rattrapé par une vieille histoire, donc un vol armé en 2005. Et là, vous refaites de la prison, 4 ans, dont 2 avec sursis. Finalement, vous êtes sorti au bout de 7 mois, avec un bracelet électronique. Exactement. Vous l'avez, là? Non, je l'ai plus. C'est comment d'avoir un bracelet électronique? C'est relou. Et on peut pas l'enlever? Si tu l'enlèves, il le voit. Il y a un téléphone, en fait, qui est à la maison, qui est relié avec un système, et si tu l'enlèves, ça sonne tout de suite, il t'appelle. Il paraît que quand on l'enlève, ça joue du M. Pokora, c'est vrai? Alors, donc, vous êtes sous contrôle judiciaire jusqu'en mars 2015. Cette émission-là, ça fait partie du programme de réinsertion? Moi, franchement, j'ai été chez le juge il y a une semaine, il s'en fout un peu beaucoup. Ouais. Tu veux lui dire un mot au juge, là? Non, je lui passe le bonjour. Ben voilà. Alors, la crime, j'ai écouté Corleone, votre dernier album. Je pense que vous devriez revenir au braquage.
C'est une vanne. Non, non. Me clash pas, putain. En même temps, me si clash pas, c'est une vanne. Mais comme t'es le seul à me le dire, je vais pas en prendre. Je vais pas en Voilà. prendre compte. Non, parce que il a clashé Kamel l'Ancien. Non. Écoute-moi bien, gros caca de mes deux. Je suis pas tes potos à dessous que tu clashes et Non, tu suces mais- après. non, mais non, non. Bolos que tu es, chien de trou Non, du cul. tranquille. J'ai pas envie de me prendre ça, moi. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous soyez violent comme ça? Bah, c'est concrètement que c'était vraiment un peu de la merde, tout ça, ce que je faisais. Ah ouais. Et puis, c'est avant l'album, avant que sorte l'album. Donc, c'est sûr qu'il l'aurait fait 10 jours après, il serait fait insulter C'est en mort, disant que c'est c'était un premier peu des ventes, haineux, bah tu ouais. vois. Ouais. Donc, voilà. Faut Bon. pas m'en vouloir, je me suis réveillé, j'étais un peu énervé, voilà, c'est tout. On regarde à quoi ça ressemble. Je ne suis haï que chez les faux. Je suis sorti tolérant chez les gros. Seul sur la route et je roule sans rétro. Aimé par les pros, aimé par les gros. T'as pris des bêtes, tu veux me faire la guerre? Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. 2-3 promenades et tu me croyais mort. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Extrait de Corleone, son album, qui est en tête des ventes. Bravo. Pénitencier, bientôt vont se fermer. Edoui Plenel, rebonsoir. Alors, le 18 mars 2014, Mediapart révèle le contenu des écoutes de Sarkozy. Le 17 avril, c'est la chute du conseiller de Hollande, Aquilino Morel. Le 20 juin, les fausses factures de Big Malion. Le 10 septembre, le vrai patrimoine de Thévenoud, le député socialiste. Le 15 septembre, vous révélez les détournements d'argent par des sénateurs UMP. Le 17 septembre, les diplômes usurpés de Cambadélis. Alors les autres journalistes sont jaloux. Évidemment, ils vous aiment pas beaucoup. Ce qu'ils aiment pas, c'est vos méthodes de journaliste. Alors, le plus dur, en fait, pour Nicolas Sarkozy en 2017, ça sera pas de se faire élire, ce sera d'échapper à Mediapart. Il n'est pas le seul. Alors, avant de parler de votre nouveau livre qui s'appelle Pour les musulmans, publié chez La Découverte, une question. Pourquoi, en France, en 2014, peut-on porter la même moustache que Joseph Staline et pas la même moustache qu'Adolf Hitler? Expliquez-moi pourquoi. C'est pas du tout la même que Staline. C'est ce qui reste de Trotsky quand il a enlevé le bouc. C'est celle la moustache de Trotsky. Ah ouais, c'est celle de Trotsky, je vous assure. C'est D'accord. confirmé. On passe maintenant à la question de Jean-Mi. Jean-Mi, pose ta question. Edoui, pour quelle cause tu serais prêt à te raser la moustache? 200 000 abonnés pour Mediapart. Ah! Alors là, abonnez-vous. Encore 100 000 et vous êtes bon. Exact. Là, il y a 100 000. Si chacun en recrute un, je me rase la moustache la semaine prochaine. Ah là là! Bravo! Il est mignon, ce robot. Edoui Plenel, avant de passer à votre livre et pour vous rendre hommage, on va faire un blind test chanteur moustachu. Alors tout le monde peut jouer, hein. Attention, Didier. Brassens. Au village Brassens, sans prétention, Edoui Plenel. l'on suit une autre route que... C'est pour vous, c'est la Non, les mauvaise braves n'aiment réputation. pas que l'on suive une autre route que... Didier. Freddie Mercury, Adriana Carambeu. C'est beau, hein. On écoute un peu quand même. C'est le meilleur. Quel génie. Didier. Christophe? Christophe. Jeanne Masse, bravo. Attention, Didier. T'avais mis ta robe légère, moi l'échelle contre en cerisière. T'as voulu monter la Chanteur première, français moustachu.
Et après. Cabrel. Qui a dit Cabrel? Ici, Bravo. ici, on a Ici, dit là. Cabrel. Toi. On a dit Cabrel tous les deux. Tous en les même deux. temps. Didier. Vincent. Oui. Merci. Et bravo. Vas-y, Francky. Francky Vincent. Attention, Didier. C'est extrêmement compliqué, ça. There are places I'll remember all my life. Sean Connery. Ouais, bravo. Jean-Mi. C'est Jean-Mi. C'est triché. Sean Connery, James Bond, qui chante In My Life des Beatles. Bravo, Jean-Mi, t'es une star. Un jour, je prendrai ta place, Thierry. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, tu prendras ma place. Attention, Didier. Je sais pas, je crois que c'est une nuit magique, mais Oui. je vois pas de moustache. Hein. Si, Oh non. si. Catherine Lara, bravo. Ben, je sais, c'est nul. Edwy Plenel, vous publiez à La Découverte un livre qui s'appelle Pour les musulmans. J'ai lu le livre et franchement, Psartek. Alors le pitch, le racisme contre les musulmans s'est banalisé et ils sont devenus les nouveaux boucs émissaires des médias et de la classe politique. Vous n'avez pas peur de finir à Guantanamo en écrivant des trucs comme ça, vous? Sur les réseaux sociaux, c'est très violent, mais Ouais. je pensais qu'il fallait le faire. Chaque époque a son bouc émissaire principal. Ouais. Après, il faut bien savoir que ce sont des poupées gigognes. On prend une cible principale, les Juifs, il y a un siècle, et après, il y a toutes les autres. Bah, Oui, Zola avait fait Pour les Juifs en 1896 avant d'écrire J'accuse. Exact, c'est en écho à ce geste de Zola. Il entendait l'antisémitisme mondain, banal, et tout d'un coup, il s'est dit c'est plus possible. Or, je trouve qu'aujourd'hui, sur nos radios, dans nos médias, dans le monde académique, dans le monde politique, on entend cela et personne ne réagit, personne ne tend la main. On va en parler. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est Gilles William Goldnadel, président d'Avocats sans frontières, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question, la France a-t-elle un problème avec l'islam? Quand on se demande ce que les Français pensent de l'islam, le plus simple, c'est de leur poser la question. Selon un sondage publié l'an dernier par le journal Le Monde, 74% des Français estiment que l'islam est une religion incompatible avec les valeurs de notre pays. Alors, vu que 5 millions de Français sont musulmans, ça pose forcément un petit problème d'unité nationale. Que ce soit Le Point, L'Express ou Marianne, voilà des années que tous les magazines présentent l'islam comme une menace. Évidemment, l'assassinat d'Hervé Gourdel cette semaine par des djihadistes en Algérie ne risque pas d'arranger les choses. Dans ces conditions, pas facile d'être un musulman en France. Bien sûr, tout le monde vous dira qu'il ne faut surtout pas généraliser. Même Marine Le Pen reconnaît qu'il ne faut surtout pas faire l'amalgame. En aucune manière, je ne les considère comme devant être amalgamés avec les fondamentalistes. Fini le racisme à l'ancienne, quand l'extrême droite disait qu'il fallait foutre les Arabes dehors. Aujourd'hui, on voudrait faire la différence entre les bons musulmans bien intégrés et les mauvais musulmans soupçonnés d'intégrisme religieux. C'est ça le problème avec l'islam en France. Pour ne pas être suspecté d'être un djihadiste potentiel, chaque musulman français doit prouver qu'il est plus français que musulman. La totalité des associations musulmanes de France ont pourtant publié un appel pour condamner l'organisation de l'État islamique, qui n'a rien d'islamique. Mais rien à faire, l'islam continue d'être perçu comme une menace. En fait, pour être un bon musulman, c'est pas compliqué. Il suffit de se raser la barbe, de bouffer du saucisson, c'est goûteux, c'est goulayant, et de descendre 1 litre de pastis à l'apéro en chantant la Marseillaise. Et si on est une femme, ben faut se promener en mini-jupe avec un décolleté à guicheur. Bref, pour être un bon musulman français, faudrait arrêter d'être musulman. Alors, puisque 3/4 des Français reprochent à l'islam son manque de tolérance, peut-être que les Français devraient montrer l'exemple et être un peu plus tolérants eux-mêmes avec leurs compatriotes musulmans. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Gilles William Goldnadel, bonsoir. Vous êtes président d'Avocats sans frontières
éditorialiste au Figaro. Bienvenue parmi nous. La France a-t-elle un problème avec l'islam? On va en parler. On va commencer par les musulmans, nouveaux boucs émissaires. Donc, comme le disait Blacko, d'après un sondage du Monde, 74% des Français estiment que l'islam est incompatible avec les valeurs de notre pays. Edwy, est-ce que ça fait 74% de racistes? C'est le sondage qui pose problème. C'est cette façon dont, médiatiquement, on construit une question musulmane comme on a construit dans le passé une question juive. C'est ça ce qui s'appelle essentialiser l'autre. La question n'est pas la question de l'islam, c'est la question de la France. Comment elle s'accepte dans sa diversité, dans sa dimension multiculturelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, être islamophobe, finalement, ça autorise un certain racisme en passant pour un fervent défenseur de la laïcité. Exactement. C'est une vision fausse, trahissant la laïcité originelle. N'oubliez jamais que la loi de 1905, c'est la reconnaissance des cultes minoritaires, et en l'occurrence à l'époque des protestants et des juifs. Alors, Gilles-William Goldnadel, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le musulman n'a pas remplacé le juif comme bouc émissaire? Je vis les musulmans, qui sont d'abord pluriels, ni comme des responsables, ni comme des victimes. J'ai pas beaucoup aimé l'éditorial là. Sous prétexte de ne pas stigmatiser les musulmans, il faudrait considérer les Français comme intolérants. J'entendais l'imam de Bordeaux. Il disait que les Français étaient un peuple chaleureux et accueillant. Et je pense vraiment que le fait d'avoir peint les Français comme des franchouillards racistes explique beaucoup des choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne demandent qu'à le croire. Le deuxième problème, qui est aussi essentiel, je pense que c'est le pire service à rendre aux musulmans de France, dont l'immense majorité ne pose aucun problème, que de refuser d'investiguer sur la société musulmane comme on investigue sur la société française. Par exemple, l'antisémitisme, puissant dans la société islamique. Personne ne voulait en entendre parler sous couvert de faire attention au racisme. Le féminisme, c'est la même chose. Le sort qui est fait aux femmes dans la société islamique, avec forcément, dans le village monde, une importation dans nos banlieues. On doit passer ça sous le tapis. Nous parlons de la France. Nous vivons et nous travaillons ici. Il y a quand même eu en France des musulmans polygames, il y a quand même la burqa. Il ne peut pas être trop angéliste non plus. Il y a eu des catholiques intégristes, il y a eu des catholiques qui ont massacré des protestants et inversement. Donc, soyons sérieux. Qu'a dit M. Guéant en pleine campagne électorale? Qu'il y avait des civilisations supérieures. Il y a des civilisations supérieures aux autres. Et il a dit, je pense évidemment à l'islam. La stigmatisation, elle produit des monstres. La crime. En France, comment ça se passe? C'est-à-dire que les homosexuels, on les accepte. Les juifs, on les accepte. C'est ce qu'on appelle être tolérant. Mais les musulmans. Oui. Quand 74% des gens n'acceptent pas les musulmans, c'est que finalement, on n'est pas très tolérant. Je voudrais quand même, pour sortir du monde de oui-oui, il y a très peu de temps, il y a quelqu'un qui, se réclamant d'islam, est rentré dans une école juive pour abattre plusieurs enfants juifs. Il a poursuivi la dernière en lui tirant une balle dans la tête. Il faut savoir ça. Il faut savoir aussi que dans certaines écoles, on ne peut pas parler de la Shoah. Les professeurs témoignent là-dessus. On va passer ça sous le tapis. Florence Ray, vous connaissez? Qu'est-ce qui s'est passé, Audrey Maupin? C'était pas des musulmans. Pourquoi aujourd'hui vous en parlez pas? Je veux dire, vous parlez d'un acte isolé en prenant ça, en le mettant. Mais faut. Vous parlez d'une certaine. Vous parlez de certaines personnes. Mais bien sûr, je suis en face de vous. Je ne suis pas comme ça. Pardon? Je suis en face de vous. Je suis pas comme ça. Mais vous plaisantez ou quoi? J'ai 400 000 connaissances. Mais je parle. Mais vous savez. Je parle. Vous stigmatisez. Alors, ça c'était le premier point. Et là, je continue sur votre bouquin. Est-ce qu'il faut renoncer à l'islam pour être un bon Français? C'est-à-dire, vous dites, Edwy Plenner, l'assimilation est une injonction terrifiante. On n'accepte l'autre qu'à condition qu'il ne soit plus lui-même. Moi, je suis arrivé en 18 ans en France. Oui. Je venais d'Algérie et avant des Caraïbes, des Antilles. J'ai eu du mal à m'intégrer. Je ne connaissais pas les codes à Paris. Ouais. Voilà, l'intégrer. On doit tous s'intégrer. On doit tous trouver les codes. S'assimiler, c'est oublier ce que nous sommes. Chacun est fier de ce qu'il est.
Une société avance avec ses minoritaires. Donc qu'est-ce qu'il faut? Que notre Constitution assume de dire que nous sommes une société multiculturelle. Je ne supporte pas cette façon dont on arrête toujours de dire, y compris cette semaine, « Ah, il y a eu un sondage très vite enlevé dans un quotidien. Oui. Hein? Est-ce que vous trouvez que les musulmans en font assez? Est-ce que leur attitude c'est le est assez Figaro, correcte? ils l'ont supprimé, Comme si les musulmans, ils n'étaient pas aussi divers que vous et moi, de gauche, de droite, avec leurs opinions, leurs sensibilités. Cette façon en permanence de demander aux minoritaires de montrer patte blanche, c'est ça le début de la discrimination. Gilles-William Godin, faut-il renoncer, finalement, pour être un beau Français, à l'islam? Écoutez, tout tombe but, j'avoue que sur ce passage-là de son bouquin, je suis d'accord avec à la bonne heure. Edwy Plenel. Oui. Oui, non, je suis d'accord, parce que moi, je suis un défenseur de l'identité partout. Et je ne suis pas un fanat de l'assimilation. Oui. Lakrim, vous avez renoncé à l'islam pour être un bon Français, vous? Non, il faut être un bon être humain, déjà, avant tout. Et ça part de là, justement, la différence et la tolérance. J'aimerais bien parler avec Adriana pendant des heures, en ne parlant pas de sa religion ou de la mienne. Il y a plusieurs points qui peuvent nous rejoindre. En fait, je comprends pas. C'est formidable, ça. Ce qui m'importe plus, c'est ce que nous faisons ensemble que ce que nous croyons séparément. C'est un appel à ce que nous dépassons ces querelles religieuses, parce que c'est comme ça qu'on dissout la question sociale. Troisième point, vers une guerre civile des civilisations. Alors, Edwy, vous avez critiqué les offensives en Irak contre les djihadistes. Pour vous, aller bombarder l'État islamique, c'est pas la solution. Quand on fait la guerre sans un projet politique, on ajoute le malheur au malheur, le désordre au désordre. Bien sûr qu'il faut se défendre, bien sûr qu'il y a des questions de police et de sécurité, mais on ne peut pas penser, encore une fois, que représentant 15% de la population du monde, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, nous pouvons désormais, à nous seuls, faire la loi du monde. Gilles-William? Ils font venir quand même des islamistes du monde entier. Ils ont massacré des chrétiens, ils ont massacré des yazidis, ils ont massacré des Kurdes. Ils ont massacré des musulmans. Il ne faut rien faire. Alors, bien sûr que c'est extrêmement difficile. Est-ce que la France avait besoin d'être en première ligne dans le bombardement de l'État islamique? C'est plutôt, de mon point de vue, à la gloire de la France qui, en dépit de ses difficultés et du fait que beaucoup de gens se défilent, répondent encore présents, qu'ils interviennent. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va déboucher sur quelque chose, mais encore une fois, on est dans une situation extrêmement difficile et le pire, ça serait de ne rien faire. Edwy? La première victime de la guerre, c'est la vérité. Nous, comme journalistes, notre responsabilité n'est pas de dire « voilà ce qu'il faut faire », c'est déjà de donner à ceux qui nous écoutent et qui nous lisent les éléments de compréhension pour se faire eux-mêmes juges de la situation. C'est ça le rôle d'une presse démocratique. Gilles-William? J'ai entendu Edwy Plenel sur France Culture. Quand il parle de bourrage de crâne, il prend comme exemple, par exemple, le fait qu'on ait traité les djihadistes de barbares. Mais pardon, quelqu'un qui scie le cou d'un homme, moi, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Non, pas du tout. J'ai des problèmes de vocabulaire. Dire de djihadistes sont des sauvages, c'est pas gentil pour les sauvages. À partir du moment où on refuse de comprendre et où on se contente de se dire c'est un barbare, on finit par se barbariser. Autrement dit, les Français sont intolérants, les Français sont intolérants et les djihadistes ne sont pas des barbares. À ce point, moi, je n'ai pas votre culture, mais je voudrais savoir alors comment vous définissez ces gens qui sont en train d'égorger des innocents? Ce sont des salauds. C'est bien ce que je dis. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Ce sont des salauds. Et ça n'est pas faire du bourrage de crâne que de le dire et de le clamer. Mais vous n'avez même pas besoin de faire de bourrage de crâne, parce que moi, quand je vois ça, j'ai juste envie de vomir. Oui. Tout ça, tout le monde le comprend. Après, il faut réfléchir. Il y a des Français qui ont torturé des gens, il y a des Israéliens qui ont torturé des gens, il y a des musulmans qui ont torturé des gens. Donc, tous ces gens qui torturent sont des barbares. Jeanne? La seule chose qui me gêne, c'est quand on dit que les Français sont racistes et que les Français sont intolérants. C'est archi faux. Parce que la France est un pays qui accueille énormément d'émigrés. Moi, j'en suis une, et je peux vous assurer que la France m'a donné toutes mes chances. Évidemment, le contexte aujourd'hui est un petit peu différent, mais la France est toujours prête à accueillir les autres et à les respecter. Donc maintenant, il faut changer son idée sur la France et sur les Français. Gilles-William, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Gérard Louviot. Bonsoir. Alors, Gérard Louviot, le mercredi 17 septembre, pour sa première intervention, le ministre de l'économie Emmanuel Macron revient sur le dossier des abattoirs GAD
et expliquent les difficultés des employés par leur illettrisme. On regarde. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à Gade ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. Voilà. Gérard, vous avez traversé le cauchemar de l'illettrisme. Jusqu'à l'âge de 35 ans, vous avez vécu sans pouvoir lire un panneau de circulation, une étiquette dans un supermarché ou une fiche de paye. Cette histoire, vous la racontez dans un livre publié chez XO Éditions intitulé « Orphelin des mots » et à 20h dans Salut les Terriens. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Salut Gaspard. Mon ami Edwy est là. Eh oui. Et vous n'avez pas mis la moustache? Non, je ne devrais pas aller jusque-là quand même. J'ai pas le cœur à rire. Avec tout ce qui se passe, il va finir par nous manquer, Ben Laden. Hein. C'est sûr, il avait des défauts, mais avec lui, au moins, a priori, si t'avais la peur de l'avion et que t'aimais pas traîner devant des ambassades américaines ou israéliennes, t'étais tranquille. Oui. Là, tu peux même plus les faire chier une marmotte en Kabylie. Non, mais les gars du Daesh, là, c'est des malades. Quand tu vois leur méthode, les mecs, ils te font passer Al-Qaïda pour des centristes et Ben Laden pour Ramayad. Alors, se pose cette fameuse question, comment leur faire peur? Comment répliquer? Parce que nous, bon, on va pas kidnapper un journaliste d'Al Jazeera, le foutre à genoux, lui lire l'évangile selon saint Matthieu, lui coller une gifle, lui demander de nous tendre l'autre joue, puis lui dire « Maintenant, tu t'appelles Luc, va en paix. Hein » Non, il faut réfléchir, on doit bien trouver un moyen d'avoir une réponse médiatique, je sais pas moi. Par exemple, Nemouche, ce que je propose, pour vraiment foutre les jetons, il faut l'amener dans une clinique de chirurgie esthétique. Évidemment, tu le mets entre les mains du docteur Cohen et Abitbol. Là, à coup de bistouri, tu le transformes en femme, tu lui remplaces le sgeg par une ventouse, tu lui colles des implants mammaires, tu lui rabotes les cordes vocales, tu lui fais une épilation définitive totale, tu lui fous une robe au ras de la touffe, tu le maquilles façon Roselyne Bachelot, période rose, tu lui enfiles des loups-boutins avec des talons de 34 cm, et bam, tu le parachutes plein ramadan dans une zone tribale. Et là... Là, il va se marrer sur place, Minouche, hein, sous le cagnard, marcher pieds nus en portant ses souliers aux talons pétés. Puisque je vous dis que je suis un ancien djihadiste, je m'appelle pas Minouche, je m'appelle Nemouche. Ça, c'est une réponse. Tu vois, il t'envoie un loup solitaire, tu leur envoies Nabila. Fiasco autour du retour des djihadistes sur le territoire français. On les attendait à Orly, ils ont débarqué à Marseille. C'était prévisible, hein. Faut un sas de décompression un peu soft. Retour d'otages, il y a aussi des retours d'otages un peu plus heureux. Cet homme qu'on croyait libre depuis 2 ans, mais qui a été kidnappé par la France et qu'il a dit au JT de Delahousse. Oui. On trouve qu'il n'a pas changé, moi je trouve qu'il a changé pour le pire. Hein. Il a lu Crime et Châtiment en anglais. Alors j'imagine qu'en ce moment, il doit se taper Hamlet en chinois puis enchaîner avec Madame Bovary en arabe. Il lui reste plus qu'à s'attaquer au Coran en hébreu, au Talmud en allemand, et on est bon. Il est pas net, hein. Il hésitait entre un fonds spéculatif et la France. Tu m'étonnes qu'il ait préféré revenir en politique, quoi. Je vois pas très bien comment un fonds spéculatif peut embaucher un mec qui a fait 700 milliards de déficit en 5 ans. Puis est venue la grande question de Delahousse sur les affaires, et là, l'otage qui lui répond. Imitation. Vous me prêtez vraiment 2 neurones pour dire que si j'avais quelque chose à me reprocher, je reviendrais dans la vie politique? Ça me servirait à quoi de revenir si j'étais coupable? Je vous le demande. Profiter de ma médiatisation pour dire que je suis victime d'un complot politique orchestré par une justice aux ordres? Vous pensez que c'est mon genre d'insulter les 2 putes, les 2 dames du parquet? Pardon? Juppé, Fillon, le maire. C'est des gens remarquables. J'aurais besoin d'eux. Mais monsieur Lahousse, je vais vous appeler Lahousse parce que bon, c'est fini l'ancien régime. Monsieur Lahousse, somme-fille et péda, comme vous voulez. Est-ce que vous me prêtez 2 neurones? Vous inquiétez pas, je vais vous les rendre. Je sais que vous en avez besoin pour déchiffrer le prompteur. Est-ce que vous me prêtez 2 neurones pour que je décide de me passer d'Alain Juppé, qui est le seul capable à l'UMP, je dis bien le seul, de dire ce qui va dans la poubelle verte et ce qui va dans la poubelle noire?
Est-ce que vous savez, monsieur Laousse, qu'Alain Juppé, que je connais bien, qui est comme un frère, un ami, un cousin, un blaireau, qu'Alain Juppé, il est le seul qui connaît les jours de ramassage des déchets ménagers encombrants. Mais je vais encore plus loin. Est-ce que vous êtes au courant qu'Alain Juppé est le meilleur d'entre nous pour distinguer à l'aveugle le compost bio du purée industriel? 100% de réussite. Devant l'épagnol breton et le cochon truffier. Et je pourrais me passer de cette compétence. Et puis vous me parlez de François Fillon, qui est comme un frère, un ami, un cousin, une sœur, un beauf, un débile profond. Est-ce que vous savez qu'avec son expérience dans la course automobile, il s'est changé une capsule de Nespresso en moins de 2 secondes? Est-ce que vous savez quand le temps de la commande du café et l'arrivée sur mon bureau, il s'écoule 2 minutes, quand Jean-Pierre Raffarin en met 5 et Nadine Morano 45 parce qu'elle essaie de mettre des piles là, il faut mettre les capsules. Et vous voudriez que je me passe d'un talent pareil? Quel manque de sens politique. Puis vous me parlez de Bruno Le Maire, que je connais bien, qui est comme un frère. Un copain, un pote, une mère, un fils de pute. Je vous dis... En 2007, quand j'ai fait ma retraite métaphysique sur le monastère flottant, je me suis rendu compte que près de soi, on avait toujours besoin d'un grand cierge. Alors, j'ai envie de dire, vous savez, ce qui manque dans la vie publique française, c'est un peu de dignité. Il est fort, hein? Quel génie style. Évidemment, il y a une bonne nouvelle. Je peux rassurer les gens, il n'y aura pas d'attentat islamiste dans le métro. Bah, le temps que le terroriste pose une bombe, elle aura été volée par un Rom. Alors, elle est pas belle la vie? C'est Gaspard Proust. Vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Gérard Louviero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 20 septembre 1967 à Morlaix, dans le Finistère, père menuisier, mère femme au foyer. En réalité, vous vivez dans une famille d'accueil, puisque vos parents vous ont confié à l'assistance publique. Alors les problèmes commencent à la maternelle avec le mot dromadaire. Alors l'institutrice vous apprend le mot dromadaire et vous dit tapez 3 fois, 1 fois par syllabe. Et ça, vous n'arrivez pas à le faire. Exact. Vous n'y arrivez pas? Non. Ce qui fait que vous aurez 3 coups, mais sur les doigts. Ouais. Là, on vous met un bonnet d'âne avec une pancarte « Je suis un âne ». Et on vous fait faire le tour de l'école. Tout à fait. Toutes les classes. Tout à fait. Votre mère essaie de vous apprendre à lire, mais ça se termine mal. Hein. Ça se termine avec une gifle, elle n'en peut plus, quoi. Si vous voulez... À cette époque-là, on essaye de me faire déchiffrer les syllabes et je les comprends pas, les syllabes. Ouais. J'ai droit à un petit revers à chaque fois. Alors, on vous envoie dans un institut médico-éducatif. Évidemment, les maîtres sont quand même beaucoup plus patients. Il n'y a pas de bonnet d'âne, mais vous n'y arrivez toujours pas. C'est un monde différent du monde réel, où je grandis avec des gens qui sont un peu trisomiques, un peu fous, un peu tout ça. Problème avec la lecture, problème avec l'écriture. Et à 14 ans, vous trouvez un remplacement chez un boulanger et il vous propose de vous prendre en apprentissage, mais vous n'avez pas 15 ans à ce moment-là. Vous êtes obligé de faire 15 jours au collège, 15 jours à la boulangerie. Et là, devant les livres, les agendas, les cahiers, devant les maths, le français, l'histoire géo, vous êtes perdu. Bah oui, parce que je n'ai pas appris à lire pendant ces 10 années-là qui ont fait mon adolescence. Ouais. Là, vous entrez dans l'engrenage de la dissimulation et vous commencez à inventer des excuses. Vous dites, j'ai perdu mon cahier, mon livre est abîmé, mon classeur a été volé. J'avais peur que les gens découvrent ce que j'étais en réalité, un illettré, une personne qui ne savait pas lire ni écrire. Ouais. Donc automatiquement, pas de copains, pas d'amis. Ouais. Difficile de se lier aux autres. Tout à fait. Quand on est dans cette situation. On se renferme dans une bulle et on vit comme ça. Ouais. Et là, vous avez une idée. Vous utilisez un magnétophone. Vous enregistrez tout ce qu'on vous dit et quand vous êtes tout seul, vous le réécoutez pour l'apprendre. Voilà, pour enregistrer et apprendre par cœur mes cours. Ouais. C'est ça qui va un peu me sauver. Mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'en pratique, je suis assez doué
et ce qui va faire la balance pour mon CAP. C'est-à-dire qu'en pratique, j'aurai 20 sur 20, mais en théorie, je dépasserai par les 5. Ben voilà. Alors, c'est terrible, parce que quand vous avez des devoirs à faire, vous dites c'est comme envoyer un aveugle dans un supermarché et lui demander de remplir son caddie avec des boîtes de conserve. Tout ce que vous voyez, vous ne le comprenez pas. Oui. Je ne sais pas écrire un chèque, je ne sais pas... je suis pas n'importe quoi, je ne peux pas lire. Et à un moment, juste avant de partir sous les drapeaux, vous décidez de passer votre permis de conduire. Oui. Et là, quand vous voyez les diapos, vous dites j'y arriverai jamais. Le moniteur va me donner des croquis que je vais apprendre par cœur, que je vais visionner. Bah, vous avez le permis de conduire quand même. Oui. Bravo. Merci. Au service militaire, on vous déclare bon pour les compagnies de combat. C'est quand même les mecs qui vont en première ligne. On vous prédestine finalement à être de la chair à canon. Ouais. Tout ça parce que je ne sais pas lire. Ouais. Évidemment, les lettres de votre petite amie, vous les comprenez pas non plus. Non. Donc c'est un pote qui vous lit les lettres. Ouais. Et c'est un pote qui me les écrit aussi. Alors après l'armée, quand même, vous trouvez un poste de viennoisier dans un supermarché, c'est-à-dire vous occupez des brioches, des croissants, des pains au chocolat. Et un jour, malheureusement, le chef convoque tous les employés pour une formation. Quand votre tour arrive de passer au tableau... Bah, disons, on m'appelle et je dois écrire une recette au tableau. Ouais. Sauf que là, au moment où je dois écrire recette, j'écris requête. Ouais. Qui fait rire tout le monde derrière moi. Ouais. Et là, c'est la panique. Mais à la fin de la journée, le patron vous dit « Tu n'as rien à faire parmi nous. » Tout à fait. Là, vous pensez au suicide. Oui. À cette époque-là, c'est marche ou crève. Là, vous trouvez un petit boulot de ramasseur de poulets. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là où vous travaillez, c'est grand, hein, c'est grand comme un stade de foot. Mais il y a tellement de poulets que quand vous allez les chercher, vous leur marchez dessus. Ouais. Ouais. Et vous entendez les os qui craquent comme des biscuits sous vos pieds. Ah ouais, parce qu'on les prend par 5, automatiquement on casse les pattes et on les lance dans les conteneurs. Ouais. Vous supportez pas de piétiner les volailles. Non. Et là, vous décidez de vous présenter à la formation pour les adultes pour suivre une formation de couvreur. Vous jouez carte sur table, hein. Vous dites là, ce coup-ci, vous dites à tout le monde la vérité. J'ai pris une claque. Parce que je me suis fait virer de la boulangerie, donc je ne veux plus en entendre parler. Et je vais me rattraper en demandant à mon prof si je peux parler devant tout le monde, devant 13 gars. Et je vais leur dire, voilà, messieurs, je ne sais ni lire ni écrire, s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, ce serait gentil. Et ils vont me dire, ouais, il n'y a pas de problème. On va vous aider, monsieur. Ouais. Et tous les matins, ils vont m'emmener le journal, ils vont me lire les gros titres, les faits divers, la politique, tout ce que je ne connais pas. Et je vais me rendre compte que je vis aussi dans un monde où il y a des gentils sur Terre. Parce qu'avant, je crois qu'il n'y avait que des méchants sur Terre. Un jour, vous rencontrez Cathy, avec qui vous aurez d'ailleurs 4 enfants, et vous lui dites tout. Et elle vous aide. Elle m'aide tout le temps. Ma femme est un ordinateur en permanence qui m'aide tout le temps. Oui. À faire des lettres, à remplir des formulaires. À faire tout ça. Mais là, votre corps vous lâche. C'est-à-dire, après toutes ces années sur les toits à genoux, à poser des tuiles, vous avez les rotules en miettes. Vous en parlez à votre patron. Vous lui dites la vérité. Et là, heureusement, il décide de vous former en commençant par la lecture et l'écriture. Chic gars. Chic gars, ouais. Vraiment. Tout ce que je voulais, c'est qu'on puisse me comprendre. Ouais. On voudrait faire confiance aux gens. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ils m'ont fait confiance, j'ai bien travaillé pour eux et ils m'ont envoyé apprendre à lire et à écrire. Le problème, c'est que vous n'avez même pas le niveau de CM1, quoi. Non. 35 ans, j'ai le niveau de mon fils de 11 ans qui a le niveau CM1. Et là, miracle, vous découvrez la langue française, les mots. Agrumes. C'est un mot qui vous plaît, agrumes. Agrumes, j'adore. Ouais. Hein? Je vais me lancer un défi. Ce défi-là, ça va être de la lettre A à la lettre Z. Je vais mettre 1 an et demi pour lire le dictionnaire entièrement. Quel est votre mot préféré dans la langue française? Élaboré. Élaboré? Ah, vous aimez le mot élaboré? Parce que je le dis souvent, mais le mot élaboré a élargi mon vocabulaire, a enrichi, a embelli mon vocabulaire. C'est magique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron? Il a sûrement dit maladroitement, mais il faut penser que ça peut faire du mal derrière. Merci de votre témoignage.
Je pense que M. Macron n'est pas mal intentionné. C'est clair qu'il y a de l'illettrisme, en effet, chez les ouvrières de Gad. C'est très important. Et en fait, ce qu'il ne voit pas, parce que dans cette même émission, il parle des gens comme des dossiers. Ce sont des gens abstraits, pas concrets pour lui. Et donc, il part d'une bonne volonté. Et en fait, il oublie, vous avez employé le mot honte, la question de l'humiliation, de la honte sociale. Et donc, il ne comprend pas que lui, d'en haut, ne peut pas proclamer, dire il y a des illettrés. Merci de votre témoignage. Alors, avant de vous laisser, je voudrais m'excuser auprès de Hamadi, le fils de Super Nanny, pour une vanne maladroite que j'ai faite lors de mon interview de Michel Alliot-Marie il y a 15 jours. Je suis franchement désolé, Hamadi. Je sais que c'est pas facile pour toi. Courage, voilà. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi, mon petit robot. Merci à Adriana Carambeu pour Je viens d'un pays qui n'existe plus aux éditions du Seuil. Merci Jeanne Masse. Son album s'appelle H2O. Et n'oubliez pas, elle est en concert le 17 octobre aux Folies Bergères. Merci Edwy Plenel pour les musulmans aux éditions de la Découverte. Merci. La Crime, l'album s'appelle Corleone. Il est en tête des ventes. Bravo fils. Gilles William Golnaden, président d'Avocats sans frontières. Et Gérard Louviot. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de l'ACO, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.